Malgré la crise et des budgets resserrés, les Européens restent solidaires des pays les plus pauvres de la planète. L'Europe s'est engagée à débourser 31,5 milliards d'euros d'ici 2020 pour le développement des pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les ACP pour les intimes. Alors cette semaine, justement, les eurodéputés accueillaient la 25e édition de l'Assemblée UE-ACP. Au menu, la situation au Mali, bien sûr, mais aussi l'avenir des relations entre l'Union européenne et ses 78 pays parmi les plus pauvres du monde. Avec moi sur ce plateau, Louis Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien commissaire européen, ancien ministre des Affaires étrangères belge et aujourd'hui coprésident de cette assemblée parlementaire que vous avez présidée avec votre collègue. On en revient dans quelques instants, mais je vous invite tout de suite à participer à notre petit jeu de l'émission. Oui ou non, 1 minute de questions-réponses. C'est parti. Alors, les événements en Turquie s'enveniment. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut vraiment ouvrir un nouveau chapitre de négociation avec Ankara ? Oui. Y a-t-il un point commun, selon vous, entre ce qui se passe en ce moment en Turquie et les manifestations monstres au Brésil ? Non, je ne crois pas que c'est pareil. La Commission économique du Parlement européen a confirmé ce mardi son soutien au projet de taxe sur les transactions financières. Les États semblent hésiter aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, malgré tout ? Jusqu'au bout. La Syrie s'invite aussi au menu du G8 cette semaine en Irlande du Nord. En cas d'échec de la prochaine conférence de paix dont on parle tant, est-ce qu'il faudra armer l'opposition syrienne ? Non. Non, c'est clair. La culture et l'audiovisuel excluent des négociations UE-US dans le cadre d'un nouvel accord de libre-échange avec les Américains. Est-ce que c'est un bon départ ? C'est un bon départ. Dans un an, les élections européennes, serez-vous candidat à votre réélection ? Ça, c'est le parti qui le décidera. Et avez-vous envie ? J'ai envie, oui, évidemment. C'est l'essentiel. Merci Louis Michel d'avoir joué le jeu. Je vous propose tout de suite de regarder le petit résumé de l'actualité de la semaine que nous a concocté Maria Maggior. On regarde. L'attention est toujours tournée vers la Turquie, où le gouvernement Erdogan a fait évacuer la place Taksim. Dans une résolution, le Parlement avait regretté l'utilisation de la violence par les forces de l'ordre, des propos jugés inacceptables par Ankara. Pas de changement pour la TTF, la taxe sur les transactions financières. Certains députés avaient demandé une réduction de la TTF, demande rejetée par les députés de la Commission économique et monétaire. L'achat d'actions et d'obligations devrait être imposé à hauteur de 0,1%. Les produits dérivés, quant à eux, se verront taxés à 0,01%. La taxe devrait être prélevée à partir de 2014 dans les 11 pays de la zone euro en faveur du projet. Elle devrait rapporter près de 35 milliards d'euros par an. 1 heure pour convaincre, c'est le défi lancé aux 6 candidats au poste de médiateur européen, jusqu'ici occupé par le grec Nikiforos Diamandouros. Cette semaine, les 6 candidats ont passé l'oral devant les eurodéputés, parmi eux 2 médiateurs nationaux pour les Pays-Bas et l'Irlande, un représentant du Conseil de l'Europe et 3 eurodéputés. Le Parlement va élire en juillet le nouveau défenseur du peuple européen. C'est le rendez-vous semestriel avec les pays en voie de développement, les 79 pays du groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Cette semaine, ils se sont rencontrés au Parlement pour discuter la gestion des conflits armés. Le futur du Mali reste la priorité pour l'Afrique et l'Union européenne, selon le coprésident de l'Assemblée UE-ACP, Louis Michel. Alors Louis Michel, vous co-présidiez cette semaine cette 25e réunion interparlementaire. Un mot d'abord sur le Mali. Le Mali était à l'ordre du jour. Mais le Mali, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas un problème malien seulement, ce n'est pas un problème régional, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème qui concerne directement l'Europe qui est en première ligne et c'est un problème mondial. Parce qu'en réalité, le Mali, c'est l'exemple le plus concentré de ce qui peut se produire en Afrique et de ce qui est occupé à se produire en Afrique avec une sorte d'alliance vulgaire entre extrêmement dangereuses, sordides, entre des fondamentalistes, des narcotrafiquants et du grand banditisme qui, évidemment, au gré de leurs intérêts particuliers, font des alliances et peuvent déstabiliser, évidemment, toute l'Afrique. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au Mali aura des retombées ailleurs. Alors, est-ce qu'on n'a pas eu tort d'envoyer des armes, on fait un peu d'historique, des armes aux Libyens, aux opposants libyens à l'époque,
Ces armes se retrouvent aujourd'hui disséminées, elles servent. Les armes qui viennent de Libye ne sont pas principalement des armes qui ont été données aux opposants. Ce sont des armes du régime. Il y avait évidemment des arsenaux extrêmement importants d'armes là-bas, et donc ce sont essentiellement ces armes-là. Je ne crois pas qu'il faille imputer la responsabilité à ceux qui ont voulu armer la rébellion libyenne. Le problème, c'est que le Mali est un pays fragile, c'est un pays... Et la Libye aussi aujourd'hui. Bien entendu, mais parlons du Mali d'abord. C'est clair que le Mali est un pays fragile, avec une armée qui est une armée quasi inexistante, avec dans le fond une culture de recherche systématique et obsessionnelle du consensus. On a vu ce que ça avait donné. D'une certaine manière, c'est un État virtuel, mais ça n'était pas un État dans toute sa réalité, dans toute la plénitude de ses fonctions régaliennes. Ça, c'est sûr. Alors, un accord entre le pouvoir malien et les rebelles Touaregs, a été signé mardi à Ouagadougou. Est-ce que c'est une bonne chose à la veille des élections présidentielles ? Je pense que ce qui est vraiment prioritaire maintenant, c'est que cela devrait permettre, et dans ce cas-là, ce sera une bonne chose, ça doit permettre absolument qu'il y ait des élections le 21 juillet. Moi, je crois que c'est important que l'on renoue avec la légitimité et avec la légalité institutionnelle, constitutionnelle au Mali. Si une personnalité est élu, on aura une institution qui aura la crédibilité, qui aura, si vous voulez, toute la souveraineté pour exprimer quelque part l'ordre retrouvé et l'état de droit au Mali. Et puis après, il faudra s'atteler à la tâche pour qu'il y ait des élections législatives et locales. Est-ce que vous avez là-dessus un consensus absolu des pays ACP, les partenaires européens ? Je pense que oui, les pays ACP et aussi la communauté internationale aujourd'hui est sur la même longueur d'onde. Nous pensons qu'il faut vraiment des élections le 28 juillet, et ce serait extrêmement dangereux de les postposer. Vous l'avez répété tout à l'heure, la situation reste extrêmement complexe sur le terrain. Oui. Un pays immense. Comment organiser sereinement des élections ? Non, je pense que techniquement, on peut organiser des élections, puisque une élection, c'est pour ça qu'on les découple. Une élection présidentielle peut permettre, en fait, à absolument tout le monde de participer, y compris les déplacés internes et externes. On a des contacts avec le Haut-Commissariat, on peut mettre on peut mettre des urnes, des isoloirs, etc., là où les gens se trouvent. Ce qui n'était évidemment pas possible pour des législatives, puisque là, c'est par circonscription et que les déplacés, par définition, n'étaient pas rentrés chez eux, les administrations locales ne sont pas rétablies, donc ça posait un problème. Vous allez aller sur place, observer ces élections ? Probablement dès la semaine prochaine, puisque je suis chargé de diriger la mission d'observation électorale du Mali. Alors, on a aussi beaucoup parlé cette semaine, pendant cette réunion avec les pays ACP, de la coopération, du développement et des fameux accords de partenariat économique. On en est où, monsieur Michel ? On avance, mais vraiment très lentement. Il y a encore toujours cette phobie des pays en voie de développement. Qui ne veulent pas entendre parler de ces APE. Qui ont des difficultés à admettre cette libéralisation et qui devrait conduire à l'intégration régionale et sous-régionale de leur marché, sans lesquels d'ailleurs leurs produits n'auront pas un véritable accès au commerce mondial, ce qui est évidemment le gros problème. Je pense que l'Union européenne aura fait des propositions qui sont vraiment les plus favorables qu'on puisse faire, puisqu'ils ont la possibilité de protéger leurs produits sensibles de la concurrence européenne dans les 20 ou les 25% qu'ils ne doivent pas libéraliser. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je crois qu'ils se rendent bien compte quand même, il faut être juste. Il y en a qui ne savent pas bien, mais il y en a beaucoup qui savent. Et ceux qui savent, c'est essentiellement ceux qui détiennent le pouvoir. Ils sont un peu embarrassés de devoir, par exemple, compenser la perte de la suppression des tarifs et des taxes à leurs frontières par de la fiscalité interne. Le gros problème, c'est que beaucoup de ces États ont des fiscalités internes qui sont extrêmement faibles, avec peu de contribuables, finalement. Et donc, ça demande vraiment une volonté politique, une volonté de réformer, une capacité politique de réformer. Alors, l'Union est accusée de faire pression sur les pays ACP pour parvenir à ces accords, ces nouveaux accords de partenariat économique. C'est toujours la même, avec certains eurodéputés même qui parlent de néocolonialisme. Enfin, c'est totalement risible. Il y a toujours des députés européens qui, évidemment, préfèrent démagogiquement faire plaisir à leurs collègues parce que ça fait bien d'être gentil avec eux. Je crois que les respecter, c'est essayer de les mettre en état de bénéficier du commerce mondial. Tant qu'on ne fait pas ça, ils vont avoir du mal à se développer économiquement. Or, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que 1%
vous entendez bien, 1% de croissance en Afrique, par exemple, ça représente l'équivalent de 2,5 fois toute l'aide publique qu'on leur apporte. Alors c'est énorme. Alors la prochaine réunion interparlementaire des ACP aura lieu où et quand? Elle aura normalement lieu à Addis Abeba, et donc en Éthiopie, et ce sera en novembre. Merci Louis-Michel d'avoir accepté mon invitation. À bientôt sur le plateau d'Europarl TV. Au revoir. Le Mediator, vous connaissez. En France, ce médicament est au banc des accusés. Cet antidiabétique a été utilisé comme coupe-faim pendant des années et il aurait causé la mort de centaines de patients. Alors en attendant l'issue d'un procès historique en France, l'Europe s'est immiscée dans le débat. L'idée, c'est d'améliorer l'encadrement juridique des essais cliniques avant qu'on autorise la mise en vente d'un médicament. Pour en rediscuter avec moi, j'ai invité aujourd'hui Michèle Rivasi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, vous êtes membre de la commission Santé publique au Parlement, vous connaissez parfaitement ce dossier. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose 1 minute de questions-réponses, par oui ou par non. Vous répondez. On y va ? On y va. C'est parti. Alors la Turquie a fermement critiqué le Parlement européen après le vote de sa résolution sur l'usage excessif de la force durant les manifestations turques. C'est l'escalade avec la Turquie ? Bon, c'est pas l'escalade, mais c'est de leur dire il faut respecter quand même les manifestants. Plutôt oui. Plutôt oui. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut ouvrir de nouveaux chapitres de négociation avec la Turquie ? Oui. La taxe sur les transactions financières, le projet pourrait être revu à la baisse. Le Parlement n'y tient pas du tout, évidemment. Est-ce que ça vous agace ? Oui. La semaine prochaine, les 27 vont relancer l'initiative pour la jeunesse. 6 milliards d'euros sont dans la balance. Est-ce que c'est suffisant ? Non. José Manuel Barroso a accusé les Français d'être réactionnaires. En tout cas, ceux qui veulent exclure la culture des négociations commerciales avec les États-Unis. Il est allé trop loin ? C'est Barroso qui est réactionnaire. Dans 1 an, les élections européennes, est-ce que vous serez candidate ? Oui. J'aurais bien voulu vous poser une question. Hélas, c'est terminé. Merci, Michèle Rivasi, mais je ne résiste pas à l'envie de vous poser quand même la question. Alors, d'ici 1 an, tous les grands groupes politiques vont essayer de présenter un candidat pour succéder à José Manuel Barroso. Est-ce que les Verts vont présenter leur candidat ? Écoutez, nous, on va présenter un binôme. Il y aura un homme, une femme. Ça va être voté par l'ensemble des groupes verts sur l'Europe pour montrer que on veut justement donner une impulsion. Mais on sait pertinemment qu'on n'aura pas le président de la Commission. D'où, nous, la parité. Formidable. Donc les électeurs trancheront. Allez, on regarde tout de suite le reportage de la semaine sur les essais cliniques que nous a préparé Julie Martin. Dans cet hôpital à Bruxelles, ce chirurgien cardiologue pourra bientôt tester les premiers cœurs 100% artificiels sur le corps humain. Pourtant, son inventeur est français, mais l'autorisation en France pour réaliser des essais cliniques est beaucoup plus longue à obtenir qu'en Belgique. We are creative people, and if you superimpose layers and layers and layers and layers of regulations, in the end of the day, you do nothing, and then all this innovation drifts away to emerging countries, and they will not hesitate. En Belgique, il faut autour de 20 jours pour obtenir cette autorisation. Celle-ci se base entre autres sur l'aspect éthique de l'essai clinique, une précision à laquelle tiennent les eurodéputés. Ici, dans cet hôpital universitaire de Bruxelles, le docteur Melot préside un comité éthique composé notamment d'experts et de patients. Ensemble, ils analysent les aspects scientifiques, juridiques et moraux de l'essai. On ne peut pas choisir ce qu'on appelle des populations vulnérables, qui n'est pas capable de ne pas être influencé par ce qu'on lui propose. Il est obligé d'accepter parce que manifestement il y a un conflit d'intérêts tellement fort que c'est comme le prisonnier qui a une remise de peine, c'est comme le sans-abri qui va être logé, nourri gratuitement. Une fois l'étude lancée, le participant entre en jeu. C'est le cas de Xavier, touché par le virus de l'hépatite C. Son médecin lui propose un traitement alternatif à ce qui existe déjà sur le marché. Dans mon cas, c'était la durée et le chance de réussite qui était très attrayant. Le consentement éclairé du participant est aussi primordial d'un point de vue éthique. Donc ce qui est important lorsqu'un patient participe à une étude clinique, c'est qu'il comprenne bien le schéma de traitement, 2, les effets secondaires, les symptômes qui peuvent survenir liés à sa participation à l'étude, 3, la confidentialité de ces données, et 4, tous ses droits, et enfin également c'est ce qu'on attend du patient, ses obligations en termes de présence aux visites, etc.
Après avoir donné son accord, le patient se livre à une série d'examens qui diffèrent selon l'essai clinique et qui se répéteront tout au long de l'essai pour en évaluer son évolution. Jusqu'à aujourd'hui, l'industrie n'était pas obligée de publier l'entièreté des résultats d'un test, de quoi laisser planer le mystère sur les réels effets secondaires d'un médicament. Quelques couloirs plus loin, dans ce même hôpital, une équipe de la société pharmaceutique Pfizer réalise ses propres essais cliniques et défend ses intérêts commerciaux. Ça veut dire qu'on a fait tout un travail, il faut voir, recherche clinique prend 10 à 12 ans. Tout ce travail, tous ces frais, on ne va pas tout de suite partager avec nos concurrents. Si le nouveau règlement est adopté, tous les tests cliniques et leurs résultats seront répertoriés dans ce portail unique européen. Alors Michel Rivasi, beaucoup de choses dans ce reportage. D'abord un constat, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle la recherche clinique en Europe est en danger, qu'il faut absolument la relancer? On parle de 25% de recherche en retrait par rapport à ce qui se faisait les années précédentes. Il faut relancer la recherche clinique? C'est important de la faire sur le plan européen plutôt que de la faire en Asie, en Inde ou ailleurs, en Afrique. Mais le tout, c'est que c'est pas parce qu'il faut relancer la recherche qu'on doit enlever les protections. Regardez les volontaires, il faut que ce soit des volontaires qui sachent écrire. On a vu des reportages en Inde où les gens ne savent même pas pourquoi ils utilisent ce médicament. Parce que ça garantit la sécurité des patients, les études cliniques. Et là, on avait le sentiment que c'était l'industrie qui poussait pour supprimer toutes les réglementations qui les embêtent. Sauf que dans les réglementations, il y avait quoi? Comité d'éthique, c'est-à-dire qu'on veut que ça soit vous ou moi, mais qu'on soit conscient des problèmes. On veut qu'on soit assuré si jamais il y a des effets secondaires trop importants. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait ces comités d'éthique, mais qu'il y ait la transparence des données. J'entendais, moi, l'industrie qui disait « Oh, mais non, on a fait 10 ans de données, on ne va pas les donner comme ça. » Mais c'est quoi, les données cliniques? Ce sont des milliards d'euros en jeu. Oui, mais ce sont l'effet du médicament. On ne veut pas la molécule, on veut quels sont les effets du médicament. Par exemple, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Parce que si on ne les a pas, eh bien, on peut avoir, on l'a vu dans l'affaire du Mediator, oui. On peut avoir des médicaments qui sont mis sur le marché et qui entraînent des morts. Regardez le Tamiflu quand il y a eu l'épidémie de grippe H1N1. Eh bien, si on avait connu les essais cliniques, on n'aurait jamais autorisé ce médicament. C'est évident. Alors, la commission de la santé publique au Parlement européen a finalement adopté une position sur la révision des règles juridiques qui vont encadrer donc les essais cliniques. Est-ce que vous êtes satisfaite du contenu ? Écoutez, on a gagné en commission santé-environnement le fait qu'il faut avoir accès aux données cliniques. Alors c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, on a eu aussi gain de cause sur les essais cliniques obligatoires. Moi, je voulais une harmonisation pour aider l'industrie. Je ne suis pas contre l'industrie, mais il faut une harmonisation. Par contre, on voulait aller plus loin sur les données. À l'heure actuelle, l'Agence européenne des médicaments est attaquée par les laboratoires pharmaceutiques parce que l'Agence européenne a donné, vous voyez, des données sur un certain médicaments, vous voyez que l'industrie, ça a un pouvoir considérable. Et si on n'est pas, nous, législateurs, pour dire non, ce ne sont pas des données confidentielles, non, ce ne sont pas des données commerciales, c'est des données qu'on doit partager. Alors, concrètement, c'est quoi, comment ces données seraient accessibles à tout le monde ? Eh bien, elles seraient accessibles à tout le monde, mais au début, ils voulaient seulement un résumé, mais on n'a rien dans un résumé, et il y aura un site européen où les experts indépendants pourront avoir accès pour savoir si les essais cliniques avant autorisation sont valables et post-autorisation sont valables aussi pour faire courir le moins de risques aux patients que nous sommes tous. Alors, sur les effets secondaires, justement, un spécialiste français de la pharmacovigilance estime qu'en France, les effets secondaires sont responsables d'au moins 18 000 morts par an. Oui, c'est autant que les accidents de la route, c'est autant que les suicides, c'est énorme. C'est plus. Donc, vous voyez bien que c'est un problème énorme et il ne faut pas le laisser aux laboratoires pharmaceutiques qui sont là que pour faire du profit. Nous, on est législateurs, on veut protéger les citoyens européens, et bien pour ça, il faut une réglementation stricte. Alors, pour l'instant, le Parlement a posé ses lignes rouges. La négociation ne fait que commencer avec les États membres, vous le savez bien. Ça va être extrêmement compliqué. D'abord, est-ce que vous pensez que cette législation pourrait enfin aboutir avant la fin de l'année, en tout cas les négociations, et est-ce que vous ne craignez pas qu'on revienne en arrière sur les propositions que vous avez faites ? Écoutez, il y a eu quand même dans cette commission santé-environnement une motivation très forte des parlementaires. J'espère que Mme Wilmot, qui est rapporteuse, fera front. Et il vaut mieux ne pas signer
si on n'arrive pas à trouver, vous voyez, un compromis qui va dans le sens de la sécurité des patients. On va ne pas signer, tout le monde est d'accord pour dire que la réglementation actuelle est complètement obsolète, qu'il faut absolument la changer. Et donc finalement, on reste avec un texte mauvais ou en tout cas totalement inefficace. C'est mieux de faire ça? Non, un compromis, c'est comment favoriser les essais cliniques en Europe, puisque quand même les Européens sont quand même je dirais la population la plus sensible et qui utilise le plus de médicaments plutôt que de les faire ailleurs. Il faut une harmonisation, mais il ne faut pas lâcher sur la transparence. Il ne faut pas lâcher sur les comités d'éthique. Vous voyez, ça, pour nous, c'est les lignes rouges. Et donc, si les États membres ne veulent pas entendre parler de ces lignes rouges, on va au conflit? Eh bien, on va au conflit et on refera ça à la prochaine législature. D'accord. Hélas, 7 jours en Europe, c'est déjà terminé. Merci, Michel Rivasi, d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut!